Votre enfant sanglote à chaudes larmes parce que son jouet est cassé, il pique une crise à cause d'une défaite dans un jeu ou d'une mauvaise note. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Mais, et si je vous disais qu'il existe un secret ancestral, une sorte de code de super-héros, qui peut transformer ces larmes en force et cette frustration en une leçon précieuse, et si l'on pouvait apprendre à son enfant à être non seulement intelligent, mais sage, non seulement fort, mais invincible. Aujourd'hui, nous allons parler du stoïcisme appliqué aux enfants, et je vous le promets, ce ne sera pas un cours de philosophie ennuyeux. Nous allons vous révéler des outils pratiques pour aider votre enfant à bâtir une forteresse intérieure capable de résister à toutes les tempêtes de la vie. Restez avec nous et découvrez comment élever un véritable super-héros émotionnel. Tout d'abord, déconstruisons un mythe. Lorsque nous entendons le mot stoïque, nous imaginons souvent quelqu'un de froid, d'impassible, à qui rien ne semble l'atteindre. C'est fondamentalement faux. Oubliez les manuels poussiéreux et les vieillards barbus en toge. Les stoïciens n'étaient pas que des philosophes. C'étaient des hommes d'action, des empereurs comme Marc Aurèle, qui dirigeaient un vaste empire, des dramaturges comme Sénèque, conseiller impérial, et même des esclaves comme Épictète, dont la sagesse a traversé les siècles. Ils vivaient dans un monde de chaos, de guerres et d'incertitudes, et ont élaboré un système incroyablement pratique pour maintenir leur calme, leur clarté d'esprit et leur force morale. Leur secret principal est simple mais génial. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, la météo, les autres, le hasard, mais nous pouvons toujours, absolument toujours, contrôler notre réaction face à ces événements. C'est précisément dans ce minuscule intervalle entre l'événement et notre réaction que réside la plus grande force humaine. Et c'est exactement cette force que nous pouvons transmettre à nos enfants. Alors, par où commencer? La première et la plus essentielle clé du super-pouvoir des stoïciens, c'est le cercle de contrôle. C'est une idée incroyablement simple, mais d'une puissance redoutable. Demandez à l'enfant d'imaginer deux cercles, l'un à l'intérieur de l'autre. Dans le petit cercle intérieur, nous allons placer tout ce que nous pouvons contrôler entièrement. Ce sont nos pensées, nos mots, nos actions, notre attitude face aux événements, l'effort que nous y investissons. Dans le grand cercle extérieur, par contre, on retrouve tout le reste, la météo qu'il fait dehors, les paroles et les actions des autres, même celles de nos proches, le résultat d'un match de football, le fait que sa tasse préférée soit cassée ou qu'un ami n'ait pas envie de jouer. Les stoïciens l'enseignent. Toute votre énergie et toutes vos forces doivent être exclusivement consacrées à ce qui se trouve dans le petit cercle. Tenter de changer ce qui est dans le cercle extérieur, c'est comme crier pour essayer d'arrêter la pluie. C'est inutile et épuisant. Expliquez-le à l'enfant avec un exemple simple. Tu ne peux pas forcer le soleil à briller, mais tu peux choisir d'emporter ton parapluie et tes bottes en caoutchouc pour t'amuser à sauter dans les flaques. C'est un changement de mentalité fondamentale qui retire à l'enfant l'énorme fardeau de la responsabilité pour ce qui lui échappe et qui lui donne un réel pouvoir sur sa propre vie. Passons maintenant à l'application pratique du cercle de contrôle. Imaginez une tragédie enfantine classique. Le jouet préféré est cassé. La première réaction? Les larmes, la colère, les cris. Ce n'est pas juste « je veux un nouveau ». C'est une tentative instinctive de contrôler le cercle extérieur, c'est-à-dire le fait accompli. Au lieu de gronder ou de consoler immédiatement, posez à l'enfant une question d'inspiration stoïcienne. Réfléchissons un instant. Qu'est-ce que nous pouvons contrôler dans cette situation et qu'est-ce qui est hors de notre contrôle? Il ne peut pas rendre le jouet intact, c'est hors de son contrôle. C'est un fait. Mais que peut-il contrôler? Ses actions. Il peut essayer de le réparer. Il peut le ranger soigneusement dans une boîte en souvenir. Il peut inventer un nouveau jeu avec d'autres jouets. Il peut être triste un moment, c'est normal. Mais ensuite, il peut décider de ne pas laisser cette casse gâcher toute sa journée. Votre rôle est de détourner doucement son attention de cette colère stérile vers ce qui est en son pouvoir. Cela ne signifie pas qu'il ne doit pas être contrarié. Les stoïciens n'ont jamais nié les émotions. Cela signifie qu'il apprend à ne pas s'enfermer dans ce sentiment de frustration, mais à agir en s'appuyant sur ce qu'il peut maîtriser.
C'est là le premier pas vers l'invincibilité. Ah. Le prochain outil puissant dans l'arsenal du petit stoïcien, c'est l'art de transformer les obstacles en chemin. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin lui-même. » Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour un enfant? Imaginez qu'il construise une tour de cubes et que son petit frère ou sa petite sœur passe en courant et la détruisent entièrement. La première réaction, c'est évidemment la colère et la frustration. L'obstacle est bien réel. Mais c'est précisément là que réside l'opportunité d'un entraînement mental. On peut apprendre à l'enfant à ne pas y voir une catastrophe, mais plutôt un nouveau défi. D'accord, la tour est tombée, c'est un obstacle, comment puis-je m'en servir? Peut-être que je devrais construire 2 tours plus petites, ou une forteresse autour de l'endroit où elle était pour la protéger, ou bien est-ce une occasion d'apprendre à mon petit frère à construire avec moi? Cette approche change tout. Le problème, au lieu d'être une source de frustration, se transforme en une véritable énigme créative. Cela lui apprend la souplesse d'esprit et la capacité d'adaptation. Expliquez-lui que les héros les plus fascinants, dans les contes et les jeux, sont toujours ceux qui surmontent les épreuves les plus ardues. Le dragon n'est pas la fin du chemin pour le chevalier, mais son objectif principal. Une fois vaincu, il en sort grandi et plus fort. Mais que faire quand on est confronté à des événements vraiment pénibles qu'on ne peut absolument pas transformer en jeu? Imaginez, la sortie tant attendue au parc d'attractions est annulée à cause de la pluie. C'est là qu'intervient le concept que les stoïciens appelaient amor fati, l'amour de son destin. Ça peut sembler compliqué, mais le principe est simple. Il s'agit d'apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, et même, si possible, d'y trouver un aspect positif. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut se réjouir de la pluie. Cela signifie accepter le fait tel qu'il est. Il pleut, la sortie est annulée, c'est la réalité. Et ensuite, se poser la question, bon, puisque c'est comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien à la place? Peut-être est-ce l'occasion idéale d'organiser une séance de cinéma maison avec du pop-corn, de construire un immense fort avec des coussins et des couvertures, ou d'apprendre à faire des biscuits. L'idée est de ne pas gaspiller son énergie à se battre contre la réalité, mais de l'accepter pour pouvoir agir dans ces nouvelles circonstances. Montrez l'exemple à votre enfant. Au lieu de soupirer et de se plaindre de la météo, dites avec enthousiasme « Génial, il pleut, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la journée des aventures à la maison. » De cette façon, vous lui apprenez à ne pas être la victime des événements, mais à en devenir le maître. C'est cela, l'amour de son destin, quel qu'il soit à l'instant présent. Passons maintenant à une autre technique stoïcienne, peut-être un peu inattendue, mais extrêmement efficace, la préméditatio malorum, littéralement la préméditation des maux ou l'anticipation du pire. Ne vous effrayez pas, il ne s'agit absolument pas d'effrayer l'enfant pour en faire un pessimiste, bien au contraire, c'est un entraînement purement mental qui prépare aux difficultés potentielles et les rend de fait beaucoup moins effrayantes. Prenons l'exemple d'un enfant qui stresse avant un examen ou un contrôle à l'école. Il se demande « Et si j'ai une mauvaise note ?» Au lieu de lui dire « Ne pense pas à ça », essayez d'adopter une approche différente. Demandez-lui « D'accord, imaginons un instant que tu aies effectivement une mauvaise note. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire ?» Il répondra « Maman va être déçue. » Vous lui dites « D'accord, je serai déçue pendant 5 minutes, mais je t'aimerai toujours autant. » Quoi d'autre? La maîtresse va crier. Peut-être, mais le cours finira bien par se terminer. Qu'est-ce qui se passera ensuite? En parcourant cette chaîne de conséquences, l'enfant réalise que même le pire scénario n'est pas la fin du monde. Ensuite, ramenez la discussion vers un point constructif. Maintenant, réfléchissons. Qu'est-ce qui est sous ton contrôle pour éviter que cela n'arrive? Peux-tu bien te préparer? Peux-tu bien dormir la nuit d'avant? Cette technique réduit énormément l'anxiété, car l'inconnu fait toujours beaucoup plus peur qu'un scénario négatif, mais déjà envisagé et décomposé. L'enfant comprend alors qu'il est capable de faire face, quel que soit le résultat. Passons maintenant à la question de la vertu. Pour les stoïciens, la vertu était le seul véritable bien et le vice le seul véritable mal.
tout le reste, la santé, l'argent, la réputation et même la vie et la mort, ils appelaient cela des choses indifférentes. Comment l'expliquer à un enfant? C'est très simple. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de jouets que tu possèdes, une chose indifférente, mais le fait de les partager, la vertu. L'important, ce n'est pas de gagner une partie, chose indifférente, mais d'être un joueur honnête et de féliciter le vainqueur, la vertu. Déplacez votre attention des réussites extérieures vers les qualités intérieures. Félicitez l'enfant non pas pour sa bonne note, mais pour l'application avec laquelle il a préparé sa leçon, pas pour avoir gagné une compétition, mais pour avoir eu le courage d'y participer et de ne pas abandonner. Quand un enfant se plaint, Pierre m'a insulté. Demandez-lui, ce qu'il a dit, c'est dans son cercle de contrôle. Et toi, qu'est-ce qui est sous ton contrôle? Comment une personne courageuse et bienveillante peut-elle réagir? Cela lui apprend à ne pas se fier à l'évaluation externe, mais à son propre compas moral intérieur. Il commence à comprendre que sa valeur en tant qu'individu n'est pas définie par ses succès ou ses échecs, mais par son caractère. C'est ce qui forge une estime de soi incroyablement solide que ni l'opinion des autres, ni les difficultés de la vie ne pourront ébranler. Une autre technique stoïcienne surprenante est celle de la vue d'en haut. Lorsqu'un problème semble énorme et totalement écrasant pour l'enfant, proposez-lui cet exercice d'imagination. Disons que nous nous envolons comme des oiseaux, très très haut. Nous voyons notre maison, elle est minuscule. On monte encore plus haut, on voit la ville, c'est comme une carte, plus haut encore, et nous voyons notre pays entier. Et maintenant nous sommes dans l'espace et nous apercevons toute notre planète, cette petite bille bleue. Maintenant imagine que sur cette bille bleue, dans cette ville, dans cette maison, il y ait un petit garçon ou une petite fille qui est bouleversé, parce que, et vous nommez sa difficulté. Vu de cette hauteur, le moindre souci, même la plus grande des peines enfantines, semble subitement bien moins significative. Attention, cette approche ne minimise absolument pas les sentiments de l'enfant. Elle l'aide plutôt à remettre le problème dans son juste contexte et à en percevoir l'échelle réelle. C'est particulièrement efficace lorsque l'enfant s'est disputé avec un ami ou qu'il s'inquiète pour une simple broutille. La vue d'en haut est une excellente leçon de perspective. Elle permet de comprendre que la plupart de nos angoisses quotidiennes ne sont que de minuscules points sur l'immense carte de la vie. C'est une méthode apaisante qui donne la capacité de regarder la situation de façon beaucoup plus sereine et objective. Les stoïciens accordaient une grande importance à nos relations avec autrui. Ils ont développé le concept de sympatheia, qui désigne l'interconnexion fondamentale de tout ce qui existe. Selon eux, nous faisons tous partie d'un seul et même grand organisme, tels les doigts d'une même main. Comment traduire cette philosophie dans l'éducation de nos enfants? Apprenez à votre enfant à considérer les autres non comme des rivaux, mais comme des alliés ou des compagnons. S'il se met en colère contre quelqu'un, rappelez-lui que cette personne n'agit pas mal par pure méchanceté, mais sans doute parce qu'elle commet une erreur ou qu'elle traverse elle-même une difficulté. Comme le disait Sénèque, l'homme est une chose sacrée pour l'homme. Expliquez-lui qu'en aidant les autres, nous nous aidons aussi nous-mêmes, car nous sommes tous dans le même bateau. Par exemple, si un camarade de classe a eu une mauvaise note et qu'il est très peiné, incitez votre enfant non pas à se réjouir mais à faire preuve de compassion. Imagine comme il doit se sentir mal, peut-être qu'il a besoin de ton soutien. Si un enfant bouscule les autres au terrain de jeu, vous pouvez lui dire « Personne ne lui a sans doute appris à jouer autrement ». Et si on lui montrait comment on peut s'amuser ensemble? Cette approche permet de déraciner le jugement et de cultiver la compassion, l'empathie et la bienveillance. L'enfant comprend alors que nous sommes plus forts lorsque nous agissons ensemble, plutôt que lorsque nous sommes les uns contre les autres. Et si on parlait du ressentiment et de l'envie de vengeance, ce sont des émotions enfantines extrêmement puissantes. Les stoïciens, là encore, nous offrent une sagesse précieuse. Marc Aurèle l'a écrit: « La meilleure des revanches est de ne pas imiter celui qui t'a offensé. » C'est d'une simplicité géniale. Si votre enfant est insulté et qu'il réplique par une insulte, il se rabaisse au niveau de l'agresseur. Il laisse l'autre personne dicter sa réaction. C'est un signe de faiblesse. Alors, où réside la véritable force? La force,
c'est de maintenir son calme, sa maîtrise de soi, c'est refuser de rendre le mal pour le mal. Attention, ce n'est pas synonyme de se laisser marcher sur les pieds, c'est choisir d'être au-dessus de la mêlée. Expliquez-lui ceci, quand quelqu'un essaie de t'énerver, il est comme s'il te lançait une balle couverte de boue. Si tu l'attrapes et que tu la lui renvoies, vous finirez tous les deux salis. Mais si tu l'évites, la boue restera uniquement sur celui qui l'a lancée. Apprenez-lui à ne pas répondre à l'agression par l'agression, mais par le calme, ou pourquoi pas, par l'humour. Cela désarme l'agresseur et surtout, cela permet à votre enfant de garder le contrôle total de la situation. Il n'est plus en mode réaction, il est en mode action. Il choisit comment se comporter et n'autorise personne à lui dicter sa conduite. C'est ça, la véritable liberté intérieure. Abordons le sujet des plaintes. Que ce soit les enfants ou même les adultes, on se plaint souvent du temps qu'il fait, de la nourriture ou des cours ennuyeux. Le stoïcisme nous apprend à éradiquer cette habitude, car une plainte, c'est avant tout l'aveu de notre impuissance. Quand on se plaint, on se focalise sur ce qui nous déplaît et surtout sur ce que nous ne pouvons pas changer. C'est un gaspillage d'énergie pure et simple. Au lieu de se plaindre, le stoïcien se pose deux questions fondamentales. Est-ce dans mon cercle de contrôle? Et que puis-je faire concrètement face à cette situation? Si la soupe ne semble pas bonne, peut-on agir? Oui, on peut demander du sel ou ajouter une cuillère de crème. Si ce n'est pas possible, il faut simplement manger la soupe sans râler, acceptant la situation comme une donnée. Si le cours est ennuyeux, y a-t-il quelque chose à faire? On peut essayer d'y trouver un angle intéressant. On peut poser une question au professeur pour relancer la discussion. Si absolument rien n'est faisable, alors il faut le prendre comme un exercice de patience. Habituer l'enfant à remplacer la plainte par l'action ou par l'acceptation. Au lieu de « je m'ennuie », il doit se demander « qu'est-ce que je peux faire pour rendre ça intéressant ?» Au lieu de « je ne veux pas faire mes devoirs », demandez-lui « comment puis-je rendre ce processus plus rapide et plus efficace pour aller jouer au plus vite ?» Cette approche développe une attitude proactive et l'éloigne du rôle de victime perpétuelle des circonstances. Les stoïciens accordaient une importance capitale au rythme matin-soir. Le matin pour la préparation mentale, le soir pour l'analyse et l'évaluation. C'est une routine très facile à intégrer dans la vie d'un enfant. Le matin, au lieu de se précipiter sur les écrans ou les gadgets, consacrez 5 minutes à la discussion. Demandez-lui « Quels sont tes objectifs aujourd'hui? Quelles difficultés pourraient survenir? Comment pourrais-tu réagir si les choses ne se passent pas comme prévu ?» C'est une sorte de mini-préméditation des mots. Loin de le programmer à l'échec, vous le préparez à la réalité en lui donnant les outils nécessaires pour gérer les problèmes potentiels. Et le soir, avant de dormir, mettez en place un bilan de la journée. Posez-lui 3 questions simples, comme le faisaient les stoïciens. Qu'est-ce que j'ai bien réussi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Et enfin, quelle vertu ai-je manifestée ou au contraire négligée? Attention, ce n'est pas un interrogatoire, mais un moment de calme introspection et de bienveillance. Cela enseigne à l'enfant la réflexion, la pleine conscience et la responsabilité de ses actes. Il commence à saisir le lien direct entre ses actions et leurs conséquences. Cette simple pratique de 10 minutes, matin et soir, peut transformer radicalement son approche de la vie, la rendant plus significative et plus maîtrisée. Abordons la question de la peur de l'erreur. Beaucoup d'enfants ont une peur panique de faire une erreur, d'avoir une mauvaise note ou, tout simplement, de perdre. Cette crainte les paralyse complètement et freine leur développement. Le stoïcisme nous propose d'aborder les erreurs sous un angle totalement différent. Une erreur, ce n'est pas un échec, c'est un retour d'information, un feedback. C'est une donnée précieuse qui nous dit exactement comment procéder différemment. Épictète disait que nous devons considérer la vie comme un jeu de balle. L'objectif n'est pas simplement d'attraper le ballon à tout prix, mais de jouer avec qualité, avec grâce et dans le respect des règles. Le ballon lui-même, le résultat, la note, la victoire, est une chose indifférente. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous jouons, l'effort que nous fournissons et la façon dont nous acceptons aussi bien la victoire que la défaite.
Rappelez à votre enfant que tout grand scientifique, athlète ou inventeur a commis des milliers d'erreurs avant d'atteindre le succès. L'erreur n'est pas une marque mais un tremplin sur le chemin de la maîtrise. Quand un enfant fait une erreur, ne le réprimandez pas. Dites plutôt « c'est excellent, une erreur. Maintenant, nous savons ce qu'il ne faut pas faire. Réfléchissons à ce qu'elle peut nous apprendre et comment faire mieux la prochaine fois. » Cette approche dissipe la peur, encourage l'expérimentation et développe ce que l'on appelle aujourd'hui la mentalité de croissance. Chut. Parlons maintenant d'une autre notion cruciale, la citadelle intérieure. Les stoïciens croyaient que chacun de nous possède, en soi, une forteresse imprenable, où ni les insultes, ni les échecs, ni l'opinion des autres ne peuvent pénétrer. Cette citadelle, c'est notre esprit, notre libre arbitre, notre capacité à penser et à prendre des décisions. En tant que parent, votre rôle est d'aider votre enfant à prendre conscience de cette citadelle et à la renforcer. Comment? En lui rappelant constamment son cercle de contrôle. Quand il est la cible de moqueries, rappelez-lui ceci. Les mots de l'autre ne sont que des cailloux lancés contre les murs de ta forteresse. Ils ne peuvent pas t'atteindre, à moins que tu n'ouvres toi-même les portes pour les laisser entrer. Ta réaction, c'est ça tes portes, c'est toi qui décides de les ouvrir ou non. S'il est découragé par un échec, dites-lui, l'échec a eu lieu dehors, dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de ta citadelle, tu peux toujours rester fort, calme et prêt à essayer à nouveau. Cette métaphore est très accessible aux enfants. Elle leur procure un sentiment de sécurité et de maîtrise. Ils commencent à comprendre que leur bonheur et leur sérénité ne dépendent pas des événements extérieurs, mais de ce qui se passe dans leur propre tête. Et c'est là le cadeau le plus précieux que vous puissiez leur offrir. Le stoïcisme nous enseigne également à valoriser ce que nous possédons, ici et maintenant. C'est un véritable antidote à cette course éternelle au toujours plus. Les enfants, eux, se focalisent souvent sur ce qui leur manque, le nouveau jouet de l'ami ou le voyage d'un camarade. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la visualisation négative, mais attention, sous une forme adoucie. Il ne s'agit absolument pas d'effrayer l'enfant, mais de lui enseigner la valeur des choses. Par exemple, le soir, au moment du coucher, on peut lui demander « Tu te rends compte de la chance que nous avons d'avoir un lit chaud et douillet ? Il y a des gens qui n'en ont pas. » Ou pendant le dîner, « Quel festin, si on imaginait, juste une seconde, que nous n'avions pas cette nourriture. Quelle chance immense nous avons de l'avoir. » Cet exercice, mené non pas comme une leçon de morale, mais plutôt comme un jeu ludique, éveille le sentiment de gratitude. Il permet de basculer l'attention du sentiment de manque vers l'abondance. L'enfant se met alors à remarquer et à apprécier les choses simples, un bon repas, un toit au-dessus de sa tête, les câlins de ses parents, ou la possibilité de jouer avec ses amis. Cela ne le rend absolument pas passif. Il peut toujours aspirer à davantage. En revanche, il apprend à être heureux avec ce qu'il possède déjà. Et c'est là le véritable fondement d'un sentiment de bien-être profond et stable qui durera toute sa vie. Parlons des mots. Les stoïciens étaient de véritables maîtres du verbe et comprenaient toute sa puissance. Ils nous apprenaient à parler peu, mais toujours avec pertinence, et surtout à assumer l'entière responsabilité de chaque parole prononcée. Comment transmettre cela à nos enfants? Premièrement, dissuadez-le du bavardage inutile et des commérages. Expliquez-lui qu'il est indigne et totalement vain de commenter la vie des autres en leur absence. C'est gaspiller son temps et son énergie sur des choses qui échappent complètement à notre contrôle. Deuxièmement, travailler la précision de ses formulations. Au lieu de s'entendre dire « Quelle journée horrible !» demandez-lui « Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ton crayon s'est cassé et tu n'as pas pu finir ton dessin. Apprenons à nommer les choses concrètement. Cela permet d'éviter ce que l'on appelle la catastrophisation, transformer un petit désagrément en une catastrophe mondiale. Troisièmement, et c'est le point le plus important, enseignez-lui que sa parole est son honneur. S'il a fait une promesse, il doit la tenir.
non pas par crainte d'une punition, mais parce que l'intégrité et le fait d'être fidèle à sa parole est une manifestation de la vertu. Cela forge une véritable force intérieure, ainsi que le respect de soi et des autres. L'homme fort ne lance pas de paroles au vent. C'est une leçon que nous devons absolument transmettre dès le plus jeune âge. Comment le stoïcisme nous aide-t-il à maîtriser la colère? C'est l'une des émotions les plus dévastatrices que nous connaissions. Sénèque lui a consacré un traité entier. Il considérait la colère comme une folie passagère. Le principal outil stoïcien pour lutter contre cette émotion, c'est la pause. Quand un enfant commence à bouillir, apprenez-lui cette règle simple. Stop. Prends 3 grandes respirations avant de dire ou de faire quoi que ce soit. Cette technique toute simple crée cet écart salvateur entre l'événement déclencheur et la réaction. Ces quelques secondes suffisent à affaiblir l'impulsion de rage initiale, permettant à la raison de reprendre le contrôle. Une fois que l'enfant s'est un peu calmé, il est temps d'analyser la situation. Vous pouvez lui demander « Qu'est-ce qui t'a mis en colère exactement? Tes attentes étaient-elles réalistes? Est-ce que ce qui s'est passé est vraiment aussi terrible que ça t'a semblé au début ?» Expliquez-lui que la colère est presque toujours le fruit d'un jugement erroné. Nous nous fâchons quand nous pensons avoir été traités injustement ou quand les choses ne se déroulent pas comme elles auraient dû. Mais le stoïcisme nous rappelle que le monde ne nous doit rien. Les choses arrivent. Le rôle de la personne sage n'est pas de se mettre en colère contre la réalité, mais de l'accepter et d'agir rationnellement. C'est une compétence qui demande de l'entraînement, certes, mais elle est absolument inestimable. Penchons-nous maintenant sur une autre idée fondamentale, la distinction entre les faits qui nous sont rapportés et l'interprétation que nous en faisons. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » C'est une pensée essentielle. Prenons un exemple concret. Imaginez que quelqu'un dise à votre enfant « Tu es stupide ». En soi, cette phrase n'est qu'une simple séquence de sons. Elle ne devient blessante que si l'enfant y souscrit lui-même, s'il se dit « Il a raison, je suis vraiment stupide ». Apprenez-lui à séparer ces deux éléments, le fait, une personne a prononcé des mots, et le jugement, je choisis si ces mots vont m'affecter ou non. On peut lui donner cette analogie. Si quelqu'un te traite de crocodile vert, tu ne vas pas t'énerver, n'est-ce pas? Tu vas juste penser qu'il dit n'importe quoi. Alors, pourquoi t'affecterait-il en te traitant de stupide? Ce n'est jamais que son opinion, et elle peut être totalement fausse. C'est ainsi qu'on lui apprend à ne pas prendre les paroles des autres pour argent comptant. Il commence à comprendre que personne ne peut l'offenser sans qu'il donne lui-même son autorisation. Son état émotionnel est entièrement son choix. Cela lui offre une incroyable armure contre la moquerie et la critique. Le stoïcisme est avant tout une philosophie de l'action. Il ne suffit pas de connaître tous ces principes, il faut les mettre en pratique quotidiennement. Il est donc crucial non seulement de parler de ces idées à votre enfant, mais aussi de l'aider concrètement à les appliquer. Créez un code du petit stoïcien, quelques règles simples que vous afficherez bien en vue. Par exemple, 1. Je me concentre sur ce que je peux contrôler. 2. Je transforme les obstacles en opportunités. 3. Je réponds au mal par la bonté ou le calme. 4. Je dis la vérité et je tiens ma parole. Discutez de ces règles. Cherchez des exemples de leur application dans les dessins animés, les livres et la vie de tous les jours. Et le plus important de tout, soyez vous-même l'exemple. Les enfants n'apprennent pas de ce que nous disons, mais de ce que nous faisons. Si vous vous plaignez sans cesse, si vous vous mettez en colère pour des broutilles, ou si vous vous inquiétez de ce que vous ne pouvez pas contrôler, toutes vos paroles seront vaines. En pratiquant le stoïcisme avec votre enfant, non seulement vous l'aiderez, mais vous deviendrez vous-même une personne plus calme, plus sage et plus épanouie. C'est un voyage commun vers une meilleure version de vous-même. Beaucoup de gens pourraient croire que le stoïcisme nous apprend à réprimer nos émotions. Mettons les choses au clair, ici et maintenant. C'est fondamental. Le stoïcisme, ce n'est pas la suppression, mais la prise de conscience et l'analyse. Un stoïcien ne se dit pas « ne sois pas triste, ne te mets pas en colère ». Il se demande plutôt « pourquoi est-ce que je ressens de la tristesse ? Mes attentes envers la réalité étaient-elles irréalistes ?
Est-ce que la cause de mon chagrin se trouve dans mon cercle de contrôle? Une émotion est un signal. C'est comme un témoin lumineux sur le tableau de bord d'une voiture. Il serait stupide de casser cette lumière ou de prétendre qu'elle ne s'allume pas. Le conducteur avisé regarde ce qu'elle indique et prend les mesures nécessaires. Il en va de même avec nos émotions. Apprenez à un enfant non pas à avoir peur de ses sentiments, mais à les aborder avec curiosité. Ah, ça me blesse énormément. Tiens, pourquoi? Quelle pensée a déclenché cette vexation? Y a-t-il une autre façon de percevoir cette situation? C'est la démarche du scientifique, pas celle du soldat qui réprime une mutinerie. C'est ainsi que l'on développe cette fameuse intelligence émotionnelle dont tout le monde parle. L'enfant apprend à ne pas être l'esclave de ses émotions, mais leur sage souverain, celui qui écoute ses conseillers, mais qui prend la décision finale lui-même. Et pour achever cette partie essentielle, parlons de l'objectif ultime de tout ceci. Pourquoi enseignons-nous le stoïcisme à nos enfants? Le but n'est pas d'élever un robot idéal qui ne pleure jamais. L'objectif du stoïcisme, c'est l'eudémonia. C'est, pour le dire simplement, un état de plénitude, de prospérité, menant à une vie heureuse et pleine de sens. C'est une existence où l'être humain vit en harmonie avec sa nature profonde et avec sa raison. Concrètement, pour un enfant, cela signifie ceci: il souffrira moins des tracas quotidiens. Il osera davantage s'aventurer sans être paralysé par la peur de l'échec. Il développera des relations plus saines et solides avec les autres, fondées sur la bienveillance et le respect mutuel. Il possédera un socle intérieur, une force qui l'aidera à faire face aux inévitables difficultés de la vie, des conflits à l'école aux défis plus graves de l'âge adulte. Vous ne lui donnez pas un poisson, vous lui donnez une canne à pêche. Vous ne résolvez pas ses problèmes à sa place. Au contraire, vous lui fournissez une boîte à outils et un véritable système d'exploitation mentale pour qu'il puisse se débrouiller seul. En somme, vous n'éduquez pas un simple enfant obéissant, mais un être humain libre, fort et vertueux, capable de mener une belle vie, quoi qu'il arrive. Alors, qu'avons-nous au final? Le cercle de contrôle qui vous donne le pouvoir sur votre propre vie, la capacité de transformer les obstacles en chemin, l'amour du destin ou amor fati qui nous libère de la souffrance, la préparation mentale aux difficultés qui réduit l'anxiété, et enfin la concentration sur la vertu comme trésor principal. Ce ne sont pas de simples termes philosophiques abstraits, ce sont des super-pouvoirs pratiques qui bâtissent, au cœur de votre enfant, cette forteresse d'esprit inébranlable. Rappelez-vous, le stoïcisme, ce n'est pas devenir indifférent ou froid. Au contraire, il s'agit de comprendre profondément vos émotions et de savoir les maîtriser, plutôt que de les laisser vous maîtriser. C'est la capacité d'affronter n'importe quelle tempête de la vie avec un esprit clair et un cœur serein. En intégrant ces principes, vous donnez à votre enfant non seulement des conseils, mais un véritable compas pour une vie heureuse et consciente. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces idées vous ont semblé utiles, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Et maintenant, une question pour vous. Quelle leçon stoïcienne allez-vous essayer d'appliquer en priorité avec votre enfant? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous.